mais comme je suis têtu, je me dis non, mais ça va passer. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive de vous comparer à la personne que vous étiez au lycée, ou plus simplement de jeter un coup d'œil en arrière et de vous dire « Oh là là, mais ça fait déjà 5 ans, 10 ans, peut-être 20 ans que je ne suis plus lycéen, lycéenne, mais alors, qu'est-ce que je suis devenu ?» Bonjour à tous, je m'appelle Félix Guigné, je suis auteur, couturier et humoriste, et il y a 9 ans, j'étais en terminale ES3 avec Thomas. Salut Thomas. Bonjour, très content d'être là. Eh ben, très content que tu aies accepté mon invitation, comment ça va ? Ça va. Il s'est passé pas mal de choses depuis le lycée, depuis la terminale et le bac. Exactement, ouais. Ouais. Et nous, ça fait, comme on disait, à peu près 7 ans, dans les coups de 7 ans qu'on s'est pas vus. Ouais, je pense que ça doit faire au moins 7 ans. On a dû se voir avec tout le groupe, je pense peut-être 2 ans après le Ouais, bac. dans ces eaux-là. On n'arrive pas à faire le calcul précis, mais quelque chose comme Parce ça. que ça remonte à beaucoup trop longtemps. Et on a été trop mauvais pour on a été très mauvais, ouais, c'est vrai, ouais. parce que pour les auditeurs, on était en bon terme, on était amis, et effectivement, on était très mauvais pour garder le contact. Ah ouais, non, mais déjà, moi, je suis très mauvais pour garder le contact. Même si un jour t'as Stan ou même Victor, t'aurais pu lui poser la question. Ah, c'est un calvaire. Tu réponds jamais aux messages. Tu m'envoies un message vendredi, je te réponds 2 mois après. Mais c'est ok. Non, c'est horrible. C'est horrible. C'est un gros défaut sur lequel je travaille. Ok, tu bosses dessus, c'est un work in progress. Ouais, mais c'est un travail que je mène depuis plusieurs années et ça porte pas vraiment ses fruits pour l'instant. Ça viendra. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu fais actuellement dans la vie ? Ouais, j'ai terminé un stage là vendredi dernier. Oh, tout frais. Tout vrai, dans la finance. Ok. Ce qui n'est pas du tout Ce qui n'est pas ton cursus initial. Ah non, pas du tout. Rien à voir. J'ai fait du droit. Ouais, c'est ce que j'ai pu comprendre. Ouais. Et là, je suis aussi des cours en ligne sur les relations internationales, l'analyse des conflits. Donc ça, c'est plus du droit pour le coup. Non, c'est la géopo. c'est la géopolitique. Ouais. C'est lié au droit. J'ai abrévié géopo. Est-ce que quelqu'un dit ça ? Personne ça dit doit ça. arriver, mais c'est peu Géopo. courant. Mais ouais, non, ça touche au droit, parce que tout touche au droit au final, mais c'est pas exactement dans le domaine du droit, quoi. En relations internationales. Relations internationales, sciences politiques, géopolitique, c'est une matière à part, on va dire. Ouais, et là, tu sors d'un stage en finance. Ouais. Qui a duré combien de temps ? 6 mois. Et c'était bien ? Ouais, ça t'a plu ? C'était formateur ? On va dire, tous les stages à notre âge, généralement, ça t'apprend pas mal de choses, ça te met un rythme, un cadre, et ça te rémunère aussi, donc ça aide. Mais oui, non, j'ai bien aimé ces 6 mois, ouais. Tip top. Plutôt tigre ou lion ? Ah, je vais prendre cours avec ça. Là, vraiment, ouais. J'en sais rien. Ça t'est égal ? Ouais, un peu. Chien ou chat ? Alors, avant de rencontrer ma copine, je t'aurais dit chien. Ouais. Ah, t'as changé d'équipe ? C'est pas j'ai changé d'équipe, on m'a forcé à changer d'équipe, surtout je dirais sous ça. La contrainte. J'ai bien compris que si jamais je devais avoir quelque chose, ce serait un chat. Ok. Mais c'est vrai que c'est mignon un chat. Hein. Mais un chien aussi, c'est mignon. Mais il y a plus de contraintes pour un chien. Je suis team chien, moi. Il y a beaucoup plus de contraintes avec le chien que le chat. C'est pas faux, j'y consens. Est-ce que tu peux me donner 3 mots pour caractériser la personne que tu étais en terminale ? Je te dirais, jeune. Jeune, ok. Peut-être un peu bête. Jeune, bête, ok. On va dire un peu bête. Un peu. Ok. C'est dur. Je crois que j'étais gentil, peut-être. J'espère. Jeune, un peu bête et gentil. Le portrait du... Non, mais c'est horrible comme question, c'est hyper compliqué. Ah ouais, ouais, vraiment pas de pression. Non, mais c'est pas mal. Jeune, un peu bête et gentil, c'est pas un portrait hyper flatteur, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était bête. Mais tout le monde était un peu bête quand t'as 18 ans. C'est ce qu'il m'a dit, Victor. L'un de ces 3 mots, c'était singe. Je m'en sors bien, finalement. Ouais, tu t'en sors pas si mal. Je pense que c'était aussi pas propre à notre groupe, mais on était... tout le monde est... Ouais, c'est ça. À part moi, qui ai toujours été brillant et intelligent et raisonné. C'est ce que je dis à chaque fois qu'on parle de toi. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'au lycée, on était quand même un peu en mode on y va pour s'amuser. Oui, il y a un manque de maturité quand même. Ouais, c'est ça. T'as un souvenir particulier de cette année de terminale ? J'en ai plein en soi, mais un qui m'a le plus marqué, pas vraiment. Parce que c'est une époque que j'ai bien aimée. Ouais. Oui, déjà, toi, t'as aimé tes années lycée ? Ouais, j'ai aimé les années lycée. Je trouve qu'on avait un bon groupe, on s'amusait bien. Après, c'est vrai qu'au lycée, on était assez dans notre coin aussi, nous.
Ouais. On parlait un peu à tout le monde, mais on était en mode notre vrai groupe, c'était nous, on le savait. Après, toi, t'étais avec nous, mais t'avais beaucoup plus de... parce que moi, je venais de mon cercle d'amis qui étaient allés en S, donc c'était à l'époque où il y avait encore les bacs S, EL et... Oula, EL. S, ES et L, et STMG. Et du coup, moi, effectivement, j'avais un noyau d'amis aussi qui était en S, donc j'étais pas... Ouais, donc t'avais beaucoup plus de monde que nous. Mais c'est vrai que nous, on était vraiment 4, donc Victor, Stan, Théo et moi. La clique. Et du coup, on passait nos journées à côté, à rigoler, à s'amuser ensemble, quoi. Et j'ai passé 3 années lycée qui étaient cool. Et même si on a eu des embrouilles, notamment au TPE. Mais parle-nous de ça alors, rapidos. Non, mais c'était non, mais c'est un truc tout con, mais c'est vrai que c'est genre le truc où... donc TPE, c'était en première, je précise. C'était... Je crois que ça n'existe plus. Je sais pas si ça existe, mais on devait faire une présentation tout au long de l'année, il a présenté après à l'oral et un dossier écrit. C'était avec qui? J'étais avec Stan et... avec Stan et Victor? Non. Stan et Théo. Théo. Ah, je veux... Et parce que Victor était avec Valentin. Et Alexandre. Et non, et juste, on a très mal géré le truc. On s'y est pris au dernier moment, tu vois, parce qu'on était vraiment trop détendus. C'est là aussi, ça revient à ce que je dis quand on était bêtes. C'était un truc important quand même. Et on s'y est pris 3 jours avant, quoi. On s'est retrouvés... Vous avez une sale note? Vous avez une note correcte quand même au final, non? Vous avez fait sur les Beatles, je crois. Genre, on a tenté sur la musique, c'est parti dans tous les sens. Je me souviens, on a fait la présentation sur le site qui s'appelait Genius. Ils expliquaient un peu les paroles. Ouais. Maintenant, je pourrais même pas t'expliquer vraiment ce qu'on a fait pour le TPE. J'ai l'impression qu'on a fait que copier le site, tu vois. Et, mais tu te rappelles de la note que vous avez eue? Je crois que j'avais eu 11. Stan avait eu 12 et Théo 14, je crois. Ça, c'est toujours rude. Hein. Quand au TPE, tu as des notes différentes que tes autres partenaires de groupe. Alors, je partirai pas là-dedans parce que c'est un débat éternel. Mais ouais. Non, mais de toute façon, on méritait pas plus non plus. Ça mérite d'être honnête. Non, parce que c'est voilà. Parce que maintenant, c'était il y a 10 ans, donc t'as le recul et on a tous eu le bac. Donc, moi, on peut pas être honnête sans entre guillemets être blessé ou être de mauvaise foi. Mais ouais, on méritait pas plus. Un truc que tu fais pas normalement tout au long de l'année, tu le fais les 3 derniers jours, c'était pas sérieux de notre part, quoi. J'entends. Est-ce qu'il y a un programme, donc un film, une série, une émission ou autre, qui t'a marqué ou influencé pendant tes années lycée? Mais tes questions, elles sont pas simples. C'est deep. Je sais pas du tout, mais je t'avoue, j'ai pas énormément regardé de séries, de films ou d'émissions ou quoi que ce soit au lycée. Qu'est-ce que tu faisais de ton temps libre? Tu sais, moi, je venais aussi au collège, j'étais dans le privé. Je savais même pas ça. J'étais au Parchamp dans le collège. Ouais. Ce qui fait que j'avais 2 groupes de potes. J'avais un groupe de potes du collège et après j'avais un groupe de potes du lycée. Très souvent j'étais soit avec les gens du lycée, soit les gens du collège. Ok, après, donc tu avais une vie sociale assez riche quoi, à cet âge-là. C'est-à-dire que le temps que beaucoup d'entre nous consacraient à regarder diverses séries en streaming, toi tu le passais à voir des gens dans la vraie vie. Oui, après, il y a des moments aussi où je joue aux jeux vidéo, tu vois, je verrais des films, des trucs comme ça, comme tout le monde, c'est sûr. Surtout quand j'étais au collège, à un moment, je me souviens, avec un groupe de potes, on jouait des Call of Duty, trucs de zombies, là. Ouais. On pouvait y jouer des heures et des heures. Dessus, donc, oui. Après, évidemment, t'avais des trucs où t'avais ta famille aussi, des moments où t'étais tout seul, donc forcément, je devais regarder des séries, des films. Mais je crois pas avoir un truc qui m'a marqué, ouais. Je vois. Tu voulais faire quoi comme métier quand t'étais petit ? Petit, je voulais être dans la police. Je voulais être commissaire. Ouais. Mon grand-père était gendarme. Et si je ne m'abuse, t'as débuté des études là-dedans, non ? Ouais, j'ai fait du droit. Ouais. C'est pour ça que je suis parti dans le droit. C'était ça la visée au départ. Ouais, c'est exactement ça. Je suis parti dans le droit parce que je voulais être dans la police. En gros, si tu veux être commissaire, il faut faire 5 ans d'études. 5 ans d'études, puis un concours, c'est ça ? Un concours, ouais. Voilà. À 3 ans, tu peux être... Dans la police, tu peux rentrer avec le bac. Ouais. Tu peux rentrer avec ta licence ou ton master. Et il me semble que tu peux aussi rentrer sans le bac avec un cursus pro, je crois. C'est possible. Je sais pas du tout, mais c'est possible. Gardien de la paix, quoi. Ouais, mais c'est possible. Il me semble. Et du coup, je suis parti dans le droit pour faire ça. Je me suis dit, de toute façon, il faut que je fasse un master, parce que c'est devenu la norme, quoi. Tu fais le master, sinon c'est plus compliqué, quoi. Et en fait, pendant les études, c'est là où je me suis rendu compte que j'aimais bien le droit international.
J'aimais bien la dimension que ça avait, les relations internationales, la géopolitique, comprendre les interactions entre les États, ce qui poussait les États à agir de telle ou telle façon, même si parfois tu disais mais ça n'a aucun sens que cet État fasse ça. Ouais. Et en fait, les enjeux diplomatiques et géopolitiques. C'est exactement ça. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que c'est un monde qui est hyper vaste et très intéressant. Et j'ai toujours aimé, tu vois, tout ce qui était aussi histoire, géographie, comprendre les enjeux derrière. Et donc, c'est pour ça que je suis parti. Après, je me suis dit, quitte à faire un master, autant faire un truc qui m'intéresse vraiment, le droit international. Et au final, ça t'a plu. Ça m'a plu, ouais, et je suis pas du tout parti dans la police. Alors, quelle est l'expérience qui t'a le plus marqué sur les 9 dernières années? Ouais, bah alors, c'est assez simple, parce que en 2024, enfin du coup 2023, je commence un stage à la Cour pénale internationale. Ouais. À La Haye, donc c'était génial. À La Haye en plus. Ouais. Okay. Et je fais 6 mois. Je rencontre des équipes incroyables, tout le monde était hyper gentil, on m'a mis à l'aise très vite, et c'était sur une affaire. Alors c'est. La Haye, c'est Danemark ou Pays-Bas? Pays-Bas. Ok, Pays-Bas. Donc c'était sur une affaire, c'est pas drôle, hein, c'est crime de guerre, génocide, crime contre l'humanité, mais ça reste des affaires qui sont très intéressantes quand tu travailles dedans, parce que juridiquement c'est riche, quoi. C'est riche, c'est vraiment un cas d'étude entre guillemets. Et tout se passe bien, mais au moment de Noël 2023, tu vois, je commence à être malade pendant 2 mois, mais je suis vraiment pendant 2 mois. Ah ouais, malade. Je vomissais plusieurs fois par jour et tous les jours. Mais comme je suis têtu, je me dis non, mais ça va passer. Donc je continue, je vois un médecin, 2 médecins, 3 médecins. Qu'est-ce qu'ils disent les médecins? Et ils me disent oh non, bah tu dois avoir l'estomac retourné à cause des fêtes, peut-être manger trop gras ou autre. Donc je me dis bah pourquoi pas, ils me donnent des médicaments, ça fait un peu d'effet, mais je continue à être malade. Et début février, ma responsable me dit non, bah là c'est plus possible. Là tu rentres en France et tu fais un check-up complet. Parce que t'étais toujours du coup. J'étais aux Pays-Bas. T'étais toujours aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas parce que je voulais pas rentrer. Et donc je rentre des Pays-Bas, je fais une prise de sang et je te jure que c'est la vérité. Donc le laboratoire m'appelle et il me dit oui monsieur Châtelet, il me faudrait le nom de votre médecin traitant pour lui envoyer vos résultats d'insuffisance rénale. Ouais. Et je lui dis ah bah je peux pas vous aider parce que vous avez fait erreur, moi j'en ai pas. Et elle me répond ah si, vous en avez une et elle est sévère en plus là. Donc tu apprends ça en fait sans pincette, pincette médicale. Et je lui dis ok, je le vois demain le médecin et je raccroche et je me dis bon bah ça s'arrête là quoi, je vais voir le médecin demain. C'est trop chelou. Donc tu reçois un coup de fil qui te dit vous avez une sévère insuffisance rénale. Parce que j'avais fait la prise de sang donc ils avaient les résultats. Et heureusement ma copine, sa sœur est médecin. Donc je lui raconte ce qui s'est passé et elle me dit bah attends, envoie-moi tes résultats. Donc je lui envoie. Ok. Et donc elle doit envoyer à sa sœur les lit et lui dit là, tu l'emmènes aux urgences, c'est pas possible. Ah ouais. Donc ma copine m'appelle, elle me dit non là tu vas aux urgences, c'est pas bon. Donc je vais aux urgences, je leur dis salut, je viens avec une prise de sang, visiblement c'est pas bon. Ouais. Et ils me regardent en mode ok, allez vous asseoir. Au bout de 5 minutes ils m'appellent. Ah bon, t'as pas eu le temps d'attente. Mais en fait, de ce que j'ai compris, c'est quand tu arrives, ils prennent tension, rythme cardiaque, et ils essaient de savoir un peu pourquoi tu viens. Ouais. Le problème, c'est que je suis arrivé, j'étais à 140 battements minute, donc au niveau du cœur. C'est énorme, et j'étais à 20 de tension. Alors que normalement, battement cardiaque, tu dois être entre 70 et 80, quoi. Ouais. Et tension, une bonne tension, c'est quand tu es à 13,8. Ok, donc t'as les deux. À 140 battements minute, 20 de tension. Et là, ils se sont dit, on a un problème avec le gamin là. Et donc, je leur donne la prise de sang, et je me souviens la tête de l'infirmier, enfin, du coup, du médecin, je suppose, de l'urgentiste. Et lui, il dit, ok, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et il me montre, mais vous vous rendez compte, il n'y a rien qui va là. Hein. Il dit ça alors. Je suis pas moi, j'étais en mode, ben non, mais je me sentais bien. Je me sentais bien, j'avais pas mal à la tête, j'avais pas l'impression d'être. Ouais, enfin en fait, tout ce que t'avais, c'est depuis à peu près 1 mois et demi, 2 mois, des nausées, quoi. C'est ça. Et donc je leur dis, ben non, ça va pas. Ils me disent, ah non, ben là, tu peux être sûr que toi, ce soir, t'es avec nous. Tu ressors pas avant un moment. Ok. Ils me mettent dans une salle et ils font venir donc des néphrologues. À ce moment-là, c'est quoi un néphrologue ? C'est les gens qui s'occupent des reins. Ok. À ce moment-là, je savais pas qui c'était. Ils me disent juste le médecin passe et je les vois débarquer. Ils sont 3-4. Et je me dis, ok, bon, au moins ça va aller vite, quoi. Et toi, à ce stade-là, tu te sens comment ? Je veux dire, en termes d'émotion, tu ressens quoi ? Bah, honnêtement,
Tu vois, ça fait 2 mois que tu vomis tous les jours. Je me suis dit, déjà, je vais rentrer, ils vont me dire que j'ai un cancer de l'estomac. Ah ouais, donc toi, tu t'es déjà projeté dans un truc hyper... mais en fait, je m'étais dit, tu vois, là, c'est sûr qu'il y a un problème, un vrai problème, tu vois. Ouais. Et donc, les médecins arrivent et me disent, on va juste faire un scanner de vos reins. Donc, eux, tout de suite, avaient compris avec les prises de sang. Et ils disent, effectivement, vos reins sont atrophiés, quoi. Les deux. Ouais, ils faisaient 3 et 4 mm. Là où un rein normal, je crois, il doit être entre peut-être... il doit faire à peu près une dizaine de millimètres, quoi. Ok. Ah ouais. Ils disent, donc là, c'est sûr qu'il y a un problème. Et donc, ils m'ont gardé 3-4 jours. Ouais. Où on a enchaîné les réunions avec des médecins, le professeur aussi de néphrologie, parce que j'étais à Ambroise-Paré à Boulogne. Et je crois qu'au bout de 2 jours, avec mes parents, t'as toute une équipe qui rentre dans la chambre et ils disent, voilà, faut que vous sachiez que maintenant, la prochaine étape pour Thomas, ce sera la greffe. Parce que ces reins, du coup, ne fonctionnent plus. Vraisemblablement, ils repartiront jamais. Ouais. Donc, il va avoir besoin d'une greffe, quoi. D'une greffe de 2 reins. En gros, non, tu peux en avoir juste un. Ouais, tu peux en avoir qu'un seul. Okay. Donc, il faudra lui donner un. Donc, tu te dis à 24 ans, ok, c'est mal parti. Mais ça allait parce que l'hôpital et les équipes, elles ont été incroyables. Dès le début, quand ils m'ont vu arriver, donc eux savaient. Ouais. Et ils m'ont dit, tu verras qu'effectivement, c'est embêtant, mais est-ce que tu veux faire de ta vie, tes projets, il n'y a aucune raison que tu les abandonnes, quoi. Ça va aller, tu vas devoir les adapter parce que tu as une maladie, tu vas devoir vivre avec, mais sur le long terme, tu auras une vie très heureuse, tu auras une famille, tu peux faire ce que tu veux, juste tu auras des médicaments à prendre, tu auras un suivi médical, et ça te fait du bien, tu sais, quand tu es un peu dans toutes ces salles d'urgence et en mode choc, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je vais y ressortir, et ils disent, tu verras, ok, là tu vas passer quelques jours avec nous, mais ça va aller, et tout va bien se passer par la suite, donc ça... Oui, t'ont rassuré, t'as le sentiment d'avoir été bien pris en charge, quoi, bien encadré. Après, je suis tombé sur des médecins qui m'ont accompagné à Ambroise-Paré, et je passais 1 an et demi, du coup, à les voir quasiment tous les jours, tous les 2 jours plutôt. Mais non, ils ont été exceptionnels. Parce que du coup, maintenant, je suis dialysé. Ça veut dire quoi ? En gros, quand on m'a dit que j'avais donc une insuffisance rénale chronique, donc c'est le niveau le plus élevé où tes reins ne fonctionnent plus. Et du coup, ton sang, si on veut, il devient toxique, quoi. Ouais. Donc le sang est pas bon, donc il va falloir le nettoyer, l'épurer. Il y a 2 façons. Si ça va encore, tes reins peuvent un peu fonctionner, on te donne des médicaments qui vont aider ton corps en fait à éliminer tout. Et comme ça, tu vis ta vie et normalement, tu as juste beaucoup de médicaments à prendre. Au début, c'est ce qu'on avait fait. Ça a duré 4-5 jours. Le problème, c'est que j'étais tellement malade que je vomissais tous les jours. Si peu, quoi. Et du coup, en fait, les médicaments, je ne pouvais pas les garder. Donc, ils se sont dit, la seule solution, en fait, c'est qu'on va le dialyser. Et en fait, dialyser, c'est-à-dire qu'on va te brancher, vulgairement, on va dire, à une machine. Ouais. Ton sang va partir dans la machine, et va être nettoyé, et on va te le réinjecter. Ok, mais t'as un rein artificiel en fait. C'est exactement ça. C'est un rein artificiel. Externe. Ouais, okay. Et du coup, ça a commencé. En soi, toutes les choses sont assez enchaînées, parce que je crois que j'ai dû être hospitalisé peut-être le 11 février, et je crois peut-être le 15, je devais commencer les dialyses. Et ça c'était en 2024 2024, début 2024. Et ça a commencé. J'ai une cicatrice encore, mais. C'était au tout début, ils te mettent une sorte de cathéter, donc des tubes qui font rentrer dans tes artères. Tu vois. Oh la vache. Et en gros, tu as le sang qui rentre, qui ressort une fois qu'il a été nettoyé par la machine. Et toi, ça, c'est un truc qui est non-stop ? Non. C'est tu vas en fonction de ton âge, de tes besoins. Tu y vas 2-3 fois par semaine. D'accord, donc tu as un rendez-vous dialyse. Oui, c'est ça. Quoi. C'est un rendez-vous dialyse. Et après, la durée aussi varie. Il y a des personnes qui peuvent faire que 2h30, d'autres qui vont faire 4h30. Ouais, ok. Voilà, donc c'est aussi en fonction de ta morphologie. Moi, je fais 3 jours par semaine. Donc le mardi, le jeudi, le samedi. Et je fais 4 heures, donc de 7h à 11h. Et du coup, ça fait 2 ans, presque 2 ans et demi. Ok, que tu as ces rendez-vous récurrents de 4 heures à l'hôpital. Exactement, ça fait ça. Donc j'ai été à Ambroise-Paré, à Boulogne, et après maintenant je suis à Saint-Cloud, parce que l'hôpital d'Ambroise-Paré, c'est ce qu'ils appellent un centre lourd. Donc c'est pour des personnes qui ont des pathologies, on va dire, sévères. Ouais.
Et du coup, ils avaient besoin de place. Et comme moi, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Donc, ils envoient dans un centre qui est un peu plus, pas détendu, mais où les cas sont un peu moins compliqués, quoi. Ouais, ok. Donc, Eh ben... Ah ouais, bah, comme je t'ai dit qu'il y avait pas mal de choses, il y avait pas mal de choses. Hein. Donc ça, du coup, j'imagine ça a eu un impact colossal sur plein de choses, quoi. Ouais, bien sûr. Mais j'ai eu de la chance dans le sens où c'est arrivé quand j'avais fini mon stage. Ouais. Parce que quand j'étais à l'AS, c'était mon stage de fin d'études de Master 2. Ouais. Et c'est arrivé pile quand je l'avais terminé. Du coup, mes études, j'avais mon Master. C'était okay. bon. T'as un truc d'acquis, quoi, de validé. Ouais. Mais bien sûr, c'est vrai. Donc à ce moment-là, ma copine, elle, était aux États-Unis. Ouais. Parce qu'elle passait elle faisait 1 an d'études là-bas pour pouvoir passer le barreau de New York. Ok. Du coup, pour elle, c'était pas facile. Parce ta copine a passé le barreau de New York. Ouais, elle a prêté serment hier en plus. Ça alors. Ouais. Bravo à elle. Et du coup, c'était compliqué parce que elle était là-bas. Et donc, elle apprend que son copain du coup, va être dialysé, être dans une greffe. Donc, c'était pas facile pour elle de se dire. J'imagine, ouais. Mais elle a été forte et courageuse et elle a tout passé, elle a tout validé. Et puis voilà, ça s'est fait. Ok. Donc, c'est une bonne chose. Mais oui, après, c'est sûr que ça a changé pas mal de choses. Et ça a fait bizarre parce que quand, du coup, moi, j'ai commencé mon master 1, j'étais à Lille. Ouais. Très vite, j'ai emménagé avec ma copine à Lille. Donc après, on est parti 6 mois aux États-Unis pour faire un échange là-bas. Où ça, aux États-Unis ? On était à côté de Philadelphie, dans le Delaware. Et j'ai aucune idée d'où c'est. et c'est vrai que du coup, quand on est rentré, on avait habité ensemble, donc on voulait poursuivre ça. Et très vite, du coup, la réalité s'est imposée à nous. Ouais. Moi, je pouvais aller nulle part parce que j'étais très fatigué au début. Et je pouvais dormir 7-8 heures la nuit. Et l'après-midi, donc je faisais mes 4 heures de dialyse. Donc à 6h30, je pars de la maison. Je suis de retour, il devait être, on va dire midi. Et je pouvais dormir de 13h à 18h encore. Et le soir, j'étais épuisé comme si j'avais passé la journée à faire 36 000 choses. Quoi. C'était pas possible. Et voilà. Donc je vis encore chez mes parents. Elle vit aussi chez ses parents, mais elle travaille à côté. Donc les choses avancent. Et là, si tout se passe bien, normalement, je vais être greffé. Ok. Fin mai. Ok, donc bientôt, relativement bientôt. Ouais. C'est ça, dans 1 mois et demi. Donc c'est pas mal, les choses avancent. Et comme ça, on peut espérer, d'ici la fin d'année, voir avec ma copine pour emménager. Ok. Alors. Bon, ça, c'est le bout du tunnel un petit peu, quoi. Ouais, c'est ça. On en sort. Non, c'est exactement ça. Ouais. Top. Bon, sacrée histoire, effectivement, il y a du lourd. C'est vrai que c'est hyper surprenant parce que la maladie rénale, genre, c'est un truc, tu t'en rends compte que quand c'est trop tard. Ouais. C'est quand plus rien ne va que du coup tu dis il y a un problème. Nous, dans notre famille, on a souvent été élevés, en fait, tu vas voir le médecin que quand ça va pas. Ouais. Tu sais, les prises de sang, à 25 ans, j'avais jamais fait de prise de sang, on va dire, de contrôle. Si j'avais fait une prise de sang plus tôt, peut-être qu'on l'aurait vu. Ouais. Bon, de toute façon, on l'a pas fait. Pour éviter des complications. Mais du coup, c'est vrai que c'est le genre de maladie où, en fait, tu t'en rends compte très tard. Mais il y a plein d'autres personnes, parce que du coup, en dialyse, tu rencontres beaucoup de monde. Ouais. Et eux, il y en a beaucoup aussi, c'est pareil. Elles s'en sont rendues compte que quand c'était trop tard. Ouais. Et t'as créé des liens avec des gens qui vivent la même chose que toi ? Ou créer du lien, ou simplement partager un ressenti, quoi ? Mais en fait, tu parles, du coup, en dialyse, donc tu as les infirmières qui sont là, tu as les médecins qui sont là, donc tu parles forcément un peu avec eux, et ils sont tous... déjà, quand tu as une personne qui vient en dialyse, pour tout le personnel soignant qui est là, c'est jamais agréable, parce qu'ils disent c'est pas cool pour la personne. Ouais. Et d'autant plus, je pense, quand c'est un jeune, parce qu'ils disent, attends, il a 24 ans, il ne devrait pas être là, donc c'est horrible. Ouais. Et c'est vrai que tu parles, t'échanges, et elles font tout pour rendre ton passage le plus agréable possible. Ouais. Mais après, c'est un lien qui est particulier, parce que c'est plus, on va dire, c'est plus qu'un simple infirmier que tu vois, ou plus qu'un simple médecin, vu que tous les 2 jours, oui, t'as un rendez-vous régulier, quoi. Ouais, t'as un rendez-vous régulier, tu la vois, elle s'occupe de toi. Maintenant, tu vois une pique tous les 2 jours. Ouais. Et donc, c'est quelque chose que tu développes, et je veux pas dire qu'elles font partie de ta famille, c'est pas ça, mais ça fait partie de ta vie, et du coup, tu t'intéresses aux gens, les gens s'intéressent à toi, tu partages, tu rigoles,
Donc ouais, ça crée un lien et c'est spécial, mais c'est bien. Et de toute façon, il faut, parce que c'est quand t'es allongé sur un lit pendant 4 heures, des moments, c'est long. J'imagine, ouais. Ouais, donc... Ouais. Et tu dirais que tout ça, ça a changé ton approche de la vie ou ta vision sur les choses ou tes priorités? Est-ce qu'il y a eu une bascule dans ta conception des choses, d'une manière générale? Oui et non, dans le sens où je pense que je ferais beaucoup plus attention à ma santé qu'avant. Et tu te rends compte à quel point c'est... Alors, je vais dire que c'est facile de mourir parce que j'en étais pas là. Mais tu te rends compte que la moindre chose, en fait, le moindre... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, c'est hyper fragile, quoi, ta santé. Ouais, bien sûr. La moindre chose, et ça peut vite partir... c'est quand tu te rends compte que tu peux perdre quelque chose que tu te rends compte de la valeur de cette chose-là. Donc en fait, juste, je me dis, faut faire attention. Et même si c'est embêtant, même si c'est pas agréable, mine de rien, faire une prise de sang... Le mieux serait de faire genre une prise de sang annuelle, parce que ça permet tellement de voir s'il y a des problèmes qui commencent à se déclarer. Ouais. Mais faire une prise de sang, voir des médecins, faire des check-up. Si j'avais fait une prise de sang plus tôt, éviter les dialyses, ça n'aurait pas fait de mal. Et voilà, mais sinon, non, dans l'ensemble, la conception de la vie, non, n'a pas changé. Ok, pas devenu bouddhiste. Non, je continue je continue de profiter. On a déjà de la chance de vivre en France, on va dire. Et non, du coup, non, j'ai pas de changement de philosophie de vie ou autre. Mais en tout cas, j'ai l'impression que tu approches ça quand même avec pas mal de positivité. Oui, et ça, c'est sûrement une richesse. Ah oui, non, c'est sûr. Mais après, tu sais, j'ai été élevé aussi en mode de manière assez réaliste, on va dire. Ouais. C'est arrivé. Donc maintenant, c'est... Ça sert à rien de ressasser et on avance. Je peux pas me soigner tout seul, donc je peux rien y faire. Ma nouvelle réalité, ma nouvelle vie, c'est d'être dialysé. C'est comme ça, c'est pas agréable, mais encore une fois, tu peux rien y faire. On me disait souvent, tu sais, t'as le droit d'en vouloir au monde, t'as le droit d'être énervé. Ok, je comprends, mais c'est pas ton état d'esprit. Mais non, c'est surtout que j'ai envie de dire, genre, ça n'aide pas en fait. Parce que t'es énervé, t'en veux au monde. Ouais, mais ok, mais c'est pas la faute de ton voisin, c'est pas la faute de tes potes, c'est pas la faute de tes parents. C'est malheureux, ça te tombe dessus, quoi. Moi, je le vis entre guillemets aussi bien parce que je me suis dit de toute façon c'était comme ça et ça allait pas m'aider d'en vouloir à qui que ce soit ou d'essayer de ressasser le passé ou de m'en vouloir. Et voilà, et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer et de continuer, quoi. Et après, bien sûr, il y a des moments... Mais je suis assez admiratif de ton recul et de ta philosophie, quoi, sur ton approche philosophique de ta situation. Alors, après, je pense que c'est aussi parce que on va dire que j'ai beaucoup de chance, parce que je suis très bien encadré, que ce soit le personnel médical ou ma famille, ma copine. Tout le monde a été là dès le début et tout le monde m'a accompagné tout du long. Donc ça aide forcément beaucoup. Tu vois, par exemple, au début, c'était mon père qui devait faire la greffe de rein. Il devait me donner son rein. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Puis après, c'était mes tantes. Ça n'a pas été possible aussi parce que pour diverses raisons. Maintenant, c'est mon petit frère. Ok. Au début, je refusais que ce soit un membre de ma famille qui me donne un rein. Parce que je me disais, non, mais les opérations, voilà. Après, bon, tes parents insistent et disent, attends, t'es mon fils, c'est normal que je te donne un rein. Et tu te dis, ok, bon, pour mes parents, j'accepterai. Mais j'avais dit, non, par contre, mes frères, ça n'arrivera jamais, je refuserai. Tout le monde insiste, tes frères viennent te dire, non, mais si, c'est normal, toi, tu ferais pareil pour moi, donc au final, t'acceptes. Et comme tout le monde est tellement impliqué dans la maladie, dans le traitement, tout le monde a fait de son mieux, tu vois, pour essayer aussi de... Il y a beaucoup de compassion dans ton entourage. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi un côté, je pense, qui m'a beaucoup aidé, c'est que mes parents, et surtout mon père, tout de suite, tu vois, ils ont pas... En tout cas, j'ai pas eu l'impression qu'ils ont changé la façon dont ils me voyaient. Ils me voyaient pas comme étant malade. Pour eux, ça restait mon fils, quoi. Ok, d'accord. Donc tout de suite, ils faisaient des blagues sur la maladie. En disant, donc il n'y a pas eu de dramatisation en fait, et ça t'a aidé à traverser le truc plus facilement. Tu vois, il faisait des blagues dessus, donc ça me faisait rire, et du coup tout de suite ça enlevait un peu le côté, je pense, pesant de la maladie. Bien sûr. Et du coup, on en rigole beaucoup. Il y a des gens qui me disent, quand j'entends ton père faire des blagues dessus,
Ça me fait bizarre. Ok, il y a des gens que ça choque un peu. Je comprends, mais c'est vrai que je pense que moi, ça te fait du bien. Ça m'a aidé, tu vois, aussi, de prendre ça. Alors, tu prends jamais ça à la légère, parce que quand t'es à l'hôpital, tous les 2 jours, tu le vois. Mais de voir que ma famille aussi n'était pas en mode c'est la fin de notre vie aussi, c'est plus facile. Bien sûr. Ok, merci pour ce partage. Je t'en prie. Alors, si on en revient un peu à cette classe de terminale, à notre génération en fait, est-ce que tu penses que tu arriverais à déterminer une ou plusieurs problématiques qu'on a tous rencontrées, nous, la génération, peut-être 99 aussi ? Oui. Voilà. Ouais, je pense que déjà, quelque chose qu'on doit tous, peut-être la majorité, rencontrer un jour ou l'autre, c'est se poser la question de est-ce qu'on faisait des études vraiment qui nous intéressaient, est-ce que le métier vers lequel on se prédestinait, enfin, sur lequel on se tournait, était vraiment, est-ce que ça allait vraiment nous plaire, quoi. Je pense que c'est une question, mais c'est pas forcément notre génération, en fait. Je pense que toutes les générations, toutes les personnes, un jour ou l'autre, se posent la question de est-ce qu'en fait les études que je suis en train de faire sont vraiment celles qui vont me plaire tout au long de ma vie ? Est-ce que le métier que je vise est vraiment celui que j'ai envie de faire tout au long de ma vie ? Est-ce que je choisis la bonne voie, quoi ? Et ouais, c'est exactement ça. Après, s'il y en a qui ne se sont jamais posé la question et qui sont très heureux, c'est super. C'est quelque chose de génial. Mais tu vois, quand on prend ton exemple, quand on me raconte que tu as fait tellement de choses, tu vois, donc c'est aussi... Et tellement rien en même temps, Non, c'est pas vrai, parce que tu as fait beaucoup de choses, donc tu as énormément appris, tu as beaucoup d'expériences aussi dans plein de domaines différents, donc chaque expérience, tu as forcément appris quelque chose. J'ai des expériences riches et une situation instable, mais j'ai des expériences riches. Non, mais c'est ça aussi. Mais en même temps, c'est tellement dur quand tu as 18 ans, tu viens de passer le bac, et on te dit, tiens, tu dois décider de tes études. Alors, même si tu peux faire 6 mois, 1 an, ok, tu peux te réorienter. Mais ça reste hyper compliqué, je trouve. Bien sûr, ouais. Surtout qu'à 18 ans, t'as rien vu. Et surtout qu'on a le choix aussi, nous. Il y a des gens qui... Enfin, alors, il faudrait remonter un petit peu, mais si on prend la génération... nos parents, ou un peu avant nos parents peut-être plutôt, mais t'as des gens qui n'avaient pas le choix, quoi. C'était déjà tout le monde ne passait pas son bac, puis si tu passais ton bac, si tu pouvais aller à l'université, t'y allais. C'était beaucoup plus tracé, quoi. Moi, il y a une métaphore que j'ai utilisée avec un pote il y a quelques temps que j'aime bien, c'est que je considère un peu que, enfin, si on prend du coup ces générations là qui nous précèdent, en fait ils nagent dans un couloir. Et quand tu nages dans un couloir, c'est beaucoup plus facile d'aller tout droit et d'aller au bout du couloir, peu importe où tu vas. Alors que nous, j'ai un peu ce sentiment qu'on nage sans couloir dans une sorte d'océan, et du coup on s'épuise un peu à savoir en fait où est-ce qu'on va, tu vois. Finalement, on n'a pas de ligne directrice. Et je trouve que c'est assez parlant de ce que ça peut être, cette situation d'avoir en fait une multitude de choix. Alors oui, il y a moins de contraintes, mais en même temps, c'est aussi beaucoup plus fatigant, quoi. Ouais, non, je vois, c'est vrai. Mais c'est exactement ça. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que tous les ans, on te donne de nouvelles... Enfin oui, il y a de nouveaux métiers aussi qui sont créés, on va dire, quasiment pas journaliers, mais très souvent. Mais t'as tellement de formations disponibles maintenant. T'en as tellement, et en même temps, t'en as très peu qui te permettent d'avoir une sorte de sécurité financière aussi. T'as beaucoup de formations, alors c'est pas des formations bullshit, c'est pas ça, mais c'est des formations qui te donnent une sorte de, comme tu dis, d'instabilité financière ou autre. Donc t'arrives à un niveau où, ok, si tu veux, entre guillemets, réussir ta vie, t'as 4-5 voies, et voilà. Mais il y a des gens, ces 4-5 voies-là, elles sont pas faites pour eux. Et c'est pas du tout les domaines qui les intéressent. Ça veut pas dire qu'ils sont moins bons que les autres, juste ils sont pas faits pour faire du droit, ils sont pas faits pour faire du commerce, du marketing, ils sont pas faits pour faire... J'en sais rien. Mais du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui se lancent dans le droit, dans le commerce ou autre, parce qu'ils disent que c'est les voies, on va dire, principales. Comme tu dis, c'est les couloirs les plus importants. Et en fait, tu te rends compte, ça fait 2 ans que je le fais, mais... c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, j'aime pas. Ouais. Un peu plus light. C'est quoi la prochaine chose sur ta to-do list ? Ce serait peut-être de trouver un travail. Ok. Ce serait bien. C'est bien. Ce serait bien. Non, déjà ça. Trouver un taf. Trouver un travail qui me permettrait après d'emménager avec ma copine. Eh ouais, ok. Cool. Ouais, au moins, tu sais quelle est la prochaine chose sur ta to-do list. T'as un objectif d'identifier, de définir. C'est aussi qu'on n'a pas tellement le choix, quoi. Au bout d'un moment,
j'ai pas gagné à l'euro million. Donc, j'ai pas le choix de travailler, quoi, si je veux pouvoir. Tu devrais peut-être tenter, vu que tu as eu de la malchance sur le plan médical. Non, mais t'inquiète pas que je joue déjà. Hein. Ah bon, d'accord, voilà. Ah bah, attends, tu vois, il y a une forme de karma, moi je crois à un karma cosmique qui peut te faire gagner à l'euro million pour compenser. Non, mais je joue, j'espère. T'as bien raison. Ok, je te propose un mini-jeu que j'intitule le duel. Okay. On va prendre le Thomas de la terminale et le Thomas actuel. Okay. Et je vais te donner des disciplines et tu vas me dire qui de vous deux s'en sort le mieux. Ok. Alors sache que j'avais pas anticipé ta condition physique actuelle en préparant. Il n'y en a pas tant que ça, mais bon. Donc voilà, ne m'en tiens pas rigueur. Tout d'abord, une partie de poker. Wow. Déjà à l'époque, je jouais pas. Je joue toujours pas. Ça serait dû au bluff. Qui est meilleur bluffeur? Je crois que j'ai jamais été très bon. Ah ouais. Bluffé. Qui gagne, on sait pas quoi. Allez, dis-toi maintenant. Allez, moi de l'époque peut-être. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Parce que le poker, ça combine le bluff, une forme de confiance en soi, et d'audace, et une connaissance aussi de l'autre. Ouais, non. On pourrait dire que... Ouais, si on a une connaissance de l'autre, du coup, c'est quoi? C'est moi contre... C'est toi contre toi. Bah, du coup, je dirais moi maintenant, je me connais mieux maintenant qu'avant. Oui, je pense. Mais tu pourrais détecter le bluff sur ton toit du passé. Tu vois. Ah, mais... Tu sais que maintenant, j'ai très envie de voir cette partie de poker. mais c'est dingue. Mais non, je sais pas du tout. Je pars un peu loin. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de... Non, si, peut-être moi maintenant. Non, on va dire toi maintenant. Ouais. Regarde ça. Un sprint de 200 mètres. Ah bah, moi de l'époque. Hein. le contraire m'aurait étonné, du coup. Un date, qui s'en sort le mieux? Je suis très mauvais. Hein. T'es très mauvais en date? Je suis très timide. Hein. Mais est-ce que le Thomas d'il y a 9 ans était meilleur en date? Non. Non. Ouais, je pense pas. Hein. Ouais, je pense que tu t'en sors mieux maintenant. Oui, bah en même temps, c'était pas compliqué, je pense. Parce que... Ah ouais? Non, je suis timide, je suis pas à l'aise quand il faut parler aux gens. Okay. Là, tu m'invites à une soirée avec des gens que je connais pas. Et comment t'as rencontré ta copine? En cours. En cours, ok. Ouais, je l'ai rencontré Mais dis-nous en plus, c'est-à-dire... Je l'ai rencontré le premier... Bah, la rentrée. Ouais. Et on était dans un amphithéâtre, assis, et elle était derrière moi, et je l'entends parler... Et t'as pété? Non, mais s'il te plaît, quand même. Pardon. Non, et je l'entends parler de moutons. Ok. Et je me dis, mais que cette histoire, on est où, là? Et d'un coup, elle dit, ah ouais, il y en avait sur mon campus. Ah, elle était à Nanterre? Elle était à Nanterre. Eh ouais, ben oui, moi aussi j'ai eu des moutons sur le campus. Bah ouais, et je dis, ah, mais tu es à Nanterre? Elle me dit, bah ouais. Attends, tu la vous voyez? Non, mais je sais plus, je lui dire tu. Voilà. Okay. Bah, elles étaient 3 derrière à parler. Ah oui, d'accord, ok. Et t'étais à Nanterre, et elle me dit, ah oui. Ah oui, et elle me dit, donc on parle, mais je sais pas, 2-3 mots, et elle me dit, tu t'appelles comment? Et je dis, bah Thomas. Et je me retourne, mais comme un sauvage. En mode, ok, c'est bon, j'ai fini ma discussion. Et 2 minutes après, je me retourne, excusez-moi, je vous ai pas demandé vos prénoms. Toi, ah oui, d'accord. Ah, ouais. Non, mais tu t'appelles comment, Thomas? Allez, bye. Mais c'était ça. J'étais vraiment un sale type. Et non, mais ça a dû marquer les esprits, tu vois. Mais grâce à ça que vous êtes ensemble. Exactement ça, parce que du coup, je lui ai demandé, wow. Ça l'a fait. Elle me dit, ah non, mais on s'est juste dit que t'étais vraiment mal poli. Et okay. Non, et du coup, on a rigolé. Et je crois qu'après, on parlait, tu sais, vite fait, là, on se croisait ou autre. Ouais. Et ça a plus avancé parce que pour un cours, on devait faire un devoir de groupe. Donc t'avais la chance, entre guillemets, d'être avec elle dans des TD aussi? En fait, on était 30. Ah, c'était un amphi 30, c'était un petit amphi, d'accord. Ouais, parce que donc, moi, on était 30, donc c'était facile. Ok. Et donc pour un cours, on devait faire un travail de groupe, on était 5. Pour ça, je connaissais personne d'autre, tu vois. Mais là, le petit travail de groupe, ça a fait échange de WhatsApp, un truc et comme en fait, ça. c'est elle qui a créé le groupe. Elle a dit, c'est elle qui a décidé. Elle m'a inclus dedans sans que j'ai demandé. C'était plutôt cohérent pour un travail de groupe. Je reçois une notification sur mon... Mais j'étais pas au courant, je savais pas dans le groupe j'étais. Et je reçois une notification sur mon téléphone. Un tel vous a ajouté au groupe. Ah, t'as été ajouté dans le groupe. Et je me suis dit, je me suis fait des potes. Ouais, c'est elle qui a créé un groupe. On m'a dit, tiens, tu seras avec nous. Elle a décidé. Et après, du coup, on a parlé, on a rigolé. Et puis ça fait 4 ans et demi maintenant. De fil en aiguille. Ouais. Donc ça a commencé par une amitié, cette histoire. Oui, ça a été une amitié qui a duré 2-3 mois, quoi. Ok. Parce que après, on s'est rencontrés. On a passé la deuxième.
C'est exactement ça. Après, mais non, mais du coup, pour revenir sur la question, en date, non, je suis très mauvais. J'adore cette histoire en tout cas. Merci d'avoir partagé. Ah non, mais je t'en prie, mais non, en date, vraiment, je suis très maladroit. Ouais, tu demandes pas le prénom mais- de l'autre. Je vois. Non, mais c'est partie de mon charme. Mais non, je suis j'en doute vraiment pas. très timide, très timide. Ok. Une dissertation. Ah, c'est sympa, j'ai un voisin qui perce un trou dans son mur là. Ah, c'est Je nickel. crois. Bon bah, ça rajoute Mais, un peu de fond sonore. Dissertation, non, aujourd'hui, c'est sûr. Ouais, moi je pense que je me débrouille mieux en terminale qu'aujourd'hui sur une disserte. Parce Ouais. qu'en fait, j'ai tellement. Ça fait longtemps que j'ai pas disserté, et donc j'ai perdu le réflexe, quoi. Ah ouais, c'est Enfin, tu vois, les mécanismes de un peu construire sa réflexion et tout ça, je pense que je m'en sors mieux en terminale que Ouais, c'est possible. Mais, Mais tu vois, après, moi, j'ai fait ma licence de droit, après oui. mon master de droit. master. Oh, j'ai fait tellement de trucs aussi, parce que du coup, je fais ma licence, et après ma licence, j'avais pas de master. Ouais. Parce que j'ai pas fait une licence brillante. Je le reconnais, j'ai pas été bon. Et du coup, j'avais rien pendant 1 an. En fait, j'ai même été refusé des masters, si on veut tout dire, voilà. Oui, comme Et, beaucoup, comme beaucoup. Comme beaucoup. Ah, mais en plus, c'était l'année du Covid. Ah ouais, 2019. 2010, Non, 2020. 2020, fin 2020. Ouais, Enfin, début du coup, 2020. Début 2020. Covid, ça a Et frappé du en coup, février, mars du coup, c'était 2020. un peu compliqué. Et du coup, je suis parti en Angleterre 1 an. J'ai fait un stage là-bas T'as dans un baroudé, hein. cabinet d'avocats. Ok. Donc j'ai bossé là-bas pendant 1 an et en parallèle, je faisais un DU en ligne avec l'université de Grenoble Ouais. de droit international et européen. Et je pense que cette expérience, donc le stage plus le DU, c'est ce qui m'a permis justement d'avoir un master. Ok. Ça a fait un peu une différence sur le CV et ça a aidé. Et en plus, ça m'a appris énormément. Parce que du coup, vivre 1 an tout seul en Angleterre, Bah, j'imagine, ouais. à Londres, et en plus. Ah non, là-bas. Ouais, c'était Trop bien. super. Donc, tout ça pour dire que en termes de dissertation. Dissertation, je pense que je rédige pèses. beaucoup mieux. Non, Non, c'est moi qui le dis. Voilà. Non, c'est moi qui le dis. Mais non, je pense que j'organise bien mieux mes idées, Ouais, bah, je bien sûr. rédige mieux. La course d'orientation de Koh Lanta, tu vois, t'as déjà regardé Koh Lanta? Pas vraiment, non. Bon, je te fais le topo en Ok. gros. Donc t'es sur une île déserte, Oui. assez grande, et vous avez une petite carte sur laquelle est dessinée une souche ou un rocher de forme insolite. Le but étant de trouver ce truc-là le plus vite possible. C'est compliqué, hein, c'est Denis Brognard qui te parle actuellement. Ah ouais, non, mais là. Et dans le périmètre, tu dois trouver une sorte de poignard, enfin un poignard qui est caché genre dans les 20 mètres alentours. D'accord. Et quand tu trouves ce poignard, tu dois revenir à ton point de départ et t'as gagné la course d'orientation. Donc ça conjugue un petit peu effort physique, mais surtout capacité de recherche et patience. Et orientation, bien entendu, parce que t'es armé d'une boussole. Faut savoir lire Ok, une ok, boussole. ok. Wow. Non, mais c'est. Oh ouais, non, bah, peut-être maintenant, oui. Peut-être que je suis Ouais. plus calme et un peu plus patient qu'avant. Non, oui, je pense que dans l'ensemble, je dirais maintenant, par rapport à. Ok. Alors, pour ma dernière sollicitation, je t'explique le concept. Ça D'accord. j'appelle ça, la capsule audio. On va Ok. prendre, admettons, un élève là de terminale, ou en tout cas un lycéen, qui se trouverait être jeune, un peu bête et gentil. Et si tu pouvais lui faire un message de 1 minute, qu'est-ce que tu lui dis? Ouais, non, mais c'est pas facile. Pendant que mon invité réfléchit, je vous parle rapidement de mon roman qui traite justement de ses premières années après la sortie du lycée avec pas mal d'humour. On y suit le quotidien et les réflexions d'Axel, un jeune étudiant qui veut devenir acteur et qui ne s'en sort pas si bien en matière de séduction moderne. Ça s'appelle Le rôle du pitre et pour vous le procurer, toutes les infos sont disponibles sur mon compte Instagram @FélixGuigné. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous laisse avec cette capsule audio. Ça va faire un peu bateau, mais je pense que quand tu as 18 ans, jeune, gentil, un peu bête, faut que tu essaies des choses. Après, bon, si je me parle à moi-même, j'avais la chance de venir d'une famille où on a des moyens, tu vois, donc j'ai pu expérimenter, enfin, vivre des choses, partir à l'étranger. Et je pense que ouais, c'est important d'essayer le maximum de choses. Et surtout se dire que quand t'as 18 ans, t'as 19 ans, t'as 20 ans, si t'as pas fait les études qui te conviennent, ou si t'es pas heureux, c'est pas grave. Tu peux essayer de trouver le moyen d'en changer, ça existe. Et surtout, juste, ouais, il faut profiter de ses amis, de sa famille, de tous les moments que t'as. Parce que comme ça m'est arrivé, il y a tellement de choses qui peuvent vite vriller. Et voilà, et surtout, non, s'amuser, profiter et rester persuadé, et c'est le cas, que les choses finiront par s'arranger. Parce que c'est comme ça que ça te permet d'avancer, de voir les choses sous le meilleur angle.